Merci beaucoup, spécialement pour l'invitation et chance de part. Boris, votre travail est vraiment une inspiration pour moi. Puis, merci aussi, Gérard, pour tout l'appui d'organiser cet événement. C'est magnifique, c'est une bonne chance pour moi. Évidemment, je suis un anglophone et pour faire un peu mieux mon présentation, je vais lire mon texte. C'est peut-être plus facile pour moi d'exprimer des idées un peu complexes dans ce milieu. Voilà, tu es en plus énervant parce qu'il parle français, lui. Moi, je balbutie anglais. Anne-Sophie, éventuellement, peut venir à notre escousse, qui est interprète. Et si à un moment tu as besoin, dans la discussion du concours d'Anne-Sophie, ça sera avec plaisir. Merci bien, merci bien. Eh bien, on commence. Just want to make sure I'm right. Okay. Eh bien, dans cette présentation, je vais prendre une posture peut-être non conventionnelle, en montrant que lorsqu'il s'agit d'aider les jeunes à changer, ce changement concerne les espaces et les lieux que ces jeunes occupent et les institutions avec lesquelles il interagit, au lieu de se limiter à un changement qui touche exclusivement les individuels eux-mêmes. En fait, plus les défis qu'un enfant affronte sont complexes, moi je pense que plus il est important de changer. C'est la chose peut-être un peu non conventionnelle. Moi, je pense que le plus il est important de changer en premier lieu l'environnement avant toute tentative de changement des pensées, des sentiments ou de comportements individuels. Non. Juste un petit exemple. Il y a une étude au Canada avec un grand sample des enfants qui sont maltraités sexuels, maltraités physiquement aussi. Et il veut savoir la relation entre l'expérience maltraitée et aussi les pensées de la suicide. Évidemment, on a bien connu qu'il y a une relation entre les deux. Mais aussi dans l'étude, elle demande des enfants, est-ce que tu es bien engagé à l'école? Est-ce que tu sens que votre école est une place sécure, une place que tu veux aller, est-ce que tu aimes aller, etc., etc. Et il trouve une relation directe entre l'engagement, c'est seulement pour les enfants maltraités, c'est le simple, et il trouve une très forte relation entre les pensées de le suicide et l'engagement à l'école. Ça nous donne une question. Est-ce que c'est une vraie intervention thérapeutique d'améliorer l'engagement à l'école, ou c'était mieux de faire un traitement plus individuel pour les pensées si un enfant présente, un jeune présente avec les pensées suicides? Évidemment, la réponse, ce n'est pas l'une à l'autre. C'est peut-être les deux. Mais je trouve que spécialement, je ne sais pas, je ne connais pas les conditions ici en France ou pays européens, mais en Amérique du Nord, il y a beaucoup plus une chose, le focus, c'est plus la thérapie. Même après les événements comme Hurricane Katrina, tu as connu Hurricane Katrina à New Orleans, un grand événement, et il y a beaucoup de plus, des fois, ils donnent, au lieu de donner des hébergements ou un attachement à une école très vite pour les enfants, comme il fait au Japon. Les Japonaises font très, très vite le réengagement des enfants à l'école. Les Américains ne font pas ça. Il y a beaucoup des enfants qui restent
en haut de l'école, après le grand dérange sa vie, mais il n'est pas réengagé à l'école très vite. Évidemment, c'est une source de la traumatisme très sévère. Eh bien. Bon. Il ne s'agit pas que c'est une nouvelle pensée. En effet, cela est bien connu depuis le début des années 50, lorsque Kurt Lewin a contribué à développer les principes fondateurs de la psychologie sociale. On propose de considérer le comportement comme une fonction de l'interaction entre la personne et l'environnement, comme tu peux voir. Lewin avait raison, mais seulement en partie. Ce qu'il oublia et que Michel Foucault et Kenneth Gergen nous rappellent est que l'individuel, tout comme l'environnement avec lequel il interagit, sont contraints par des forces sociales plus amples telles que l'économie et évidemment la culture, comme Boris a déjà dit. En d'autres termes, le soutien qu'un enfant reçoit pour être résilient au fil du temps va dépendre de la mesure dans laquelle sa communauté va l'aider dans ce processus. Eh bien, je crois que notre essence avec l'idée de changement individuel est liée au fait que, en tant que cliniciens, nous pouvons facilement contrôler ce qui se produit pendant le temps que nous passons avec nos patients. Pourtant, nous savons que le changement n'est pas durable s'il ne donne pas l'accès à un environnement qui supporte le processus de croissance du client après la fin du traitement. C'est une question aussi de notre intervention. Ça crée, comme évidemment, créer un contexte pour créer la résilience. Mais évidemment, c'est une chose plus efficace pour les enfants qui sont maltraités ou c'est pas dans le mainstream de la société, marginalisé. Eh bien. En même temps, dans notre pratique quotidienne, nous sommes présents dans l'environnement des usagers lorsque nous sommes appelés à effectuer des interventions dans des contextes institutionnels et communautaires, notamment dans le domaine de la protection des enfants, de la justice, dans les milieux scolaires ou associatifs. Alors que les études de cas nous apprennent que ces efforts pour façonner l'écologie sociale d'un patient incluent les relations, les services comme nous autres, et les institutions qui ont une influence sur lui, ont un impact positif sur l'ajustement psychologique et social de 10 patients. Il existe très peu de preuves scientifiques rigoureuses sur l'efficacité que peuvent avoir une gestion de cas adéquate. Une bonne plaidoirie est un travail clinique à orientation systémique. Cette efficacité peut s'avérer aussi, et peut être même plus, important que celle d'une pratique focalisée sur l'individuel. Cette affirmation entraîne un défi de taille. Les thérapeutes sont obligés d'intégrer ces interventions complexes sur le plan écologique dans leur pratique clinique. On espère que personne ne remarque ces écarts au point de s'en plaindre. Eh bien, I need to.
Excuse. Non, c'est good. Pour résoudre ce problème, j'ai développé au cours des dernières 10 années une approche socio-écologique, le ASE. En anglais, c'est un peu l'air mieux parce que je viens de la ville de Halifax, c'est près de la mer. Et évidemment, en anglais, la mer, c'est dire the sea, S-E-A. Et en anglais, c'est la même chose. C'est un peu, c'est fun parce que j'ai créé un mot typique. Ça implique mon ville, ma style de vie près de la mer, comme Bordeaux, évidemment. Eh bien, en français, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Eh bien, ça c'est une approche socio-écologique, ASI, de la thérapie avec les enfants, les jeunes et les familles évolue dans des contextes très difficiles. Cette approche permet de modifier la manière de procéder dans le travail clinique avec les enfants confrontés à des formes multiples d'adversité. C'est spécialement pour les conditions avec les personnes qui sont pauvres, les immigrants, les réfugiés, les personnes qui sont exposées à maltraiter et la guerre, comme il y a des conditions multiples, des problèmes multiples. C'est bien formé pour ça. De telles adversités incluent toutes les formes d'expérience provoquent des traumatismes, de l'exposition à la violence, à la perte d'un parent et à l'expérience prolongée de dépression entraîne des sentiments d'impuissance. L'exposition à l'adversité et au traumatisme est très important pour comprendre la résilience. Ça, c'est évidemment. Nous sommes tous capables de nous adapter face aux grands et petits défis de la vie. Mais la résilience est un terme qui sert à décrire l'adaptation ou coping suite à des formes extrêmes de stress aigu ou d'exposition prolongée à des événements stressants. Les bonnes stratégies de coping déployées dans les environnements les plus stressants peuvent ressembler à celles utilisées dans des environnements moins stressants. Cependant, il ne s'agit pas toujours des mêmes stratégies. De même, dans des environnements très stressants, on observe souvent des stratégies de coping uniques qui sont spécifiquement liées au type de facteurs de stress rencontrés par l'enfant ou un jeune ou même pour un adulte. Par exemple, un enfant qui est en train d'échouer à l'école à cause d'un ensemble de problèmes inclus à la fois un trouble d'apprentissage ainsi que des expériences d'inclusion sociale et négligence parentale. Un enfant comme ça va avoir besoin de quelqu'un qui puisse lui offrir un bon soutien individuel, mais également des services sociaux multiples. Évidemment, les enfants exposés à des troubles mineurs n'ont pas besoin de services sociaux puisque des formes de soutien individuel et informel peuvent être suffisantes. Ce soutien doit être accompagné d'interventions qui vont agir au niveau des barrières écologiques plus larges qui empêchent une adaptation réussie. Dans la pratique, les thérapeutes sont habitués à demander trop rapidement à l'enfant « Qu'est-ce que tu dois faire pour réussir à l'école? » Oui? Ça, c'est une question bien connue, bien populaire dans la pratique pour les psychologues dans l'école, même chez nous. So, la question est bien favorisée. Qu'est-ce que tu dois faire pour réussir à l'école? M'excuse mon français. C'est mieux. Pour ensuite se focaliser sur des changements dans les habitudes d'études de l'enfant ou dans son estime de lui. Oui, c'est toujours ça. Or,
dans des contextes très défavorisés, il vaudrait mieux poser peut-être des questions telles que qu'est-ce que ton école doit faire pour t'aider à réussir? Ou qu'est-ce que tes parents doivent faire? Ou qu'est-ce que je dois faire étant ton thérapeute pour t'aider à venir à l'école plus souvent? Ça change le focus. En pensant à mes recherches sur la résilience et la théorie d'Urie-Bronfenbrenner, connais-tu Bronfenbrenner? C'est bien populaire, je pense. Sur l'écologie du développement humain, ainsi qu'à ma pratique clinique, je suis arrivé à la conclusion que pour aider les enfants à réaliser la résilience, il s'agit de les soutenir dans des deux tâches. Premièrement, les aider à naviguer vers les ressources personnelles et sociales dont ils avaient besoin pour éprouver de bien-être. Naviguer, c'est la première tâche. La deuxième tâche, les aider à négocier pour que ces ressources le soient, offrent dans des manières qui aient de sens dans leur contexte incroyablement difficile. Négocier pour les ressources, ça fait de bon sens à l'individuel. Ça donne une fit pour lui. Ça, c'est une chose que j'ai besoin. Ces deux tâches, naviguer et négocier, ces deux tâches sont très importantes pour établir la résilience. Ça, c'est notre recherche, ça montre. Selon l'approche socio-écologique, la résilience est ainsi définie. Eh bien, tu peux lire avec moi. Dans un contexte d'exposition à une adversité significative, psychologique et environnementale, les deux, la résilience est aussi bien la capacité des individus à se construire un chemin, ce qui constitue la navigation, vers des ressources promouvent la santé, inclut des opportunités d'éprouver les sentiments de bien-être, qu'une condition permette à leur famille, communauté et culture, ce qui constitue la négociation, de leur offrir ces ressources et ces expériences positives dans des manières culturellement significatives. Et ça, c'est une chose très, très importante, je trouve, même avec mon travail partout dans le monde. Ça change ce qu'un enfant a besoin. Évidemment, si tu es un orphan en Afrique du Sud, dans une communauté avec une valeur Ubuntu, qui suggère la communauté a une responsabilité pour vous, au lieu d'une, peut-être en Californie ou même au Halifax, et tu n'es pas un aboriginal, tu es juste un jeune comme moi, mon communauté n'a pris pas la même signification pour les orphelins qu'en Afrique du Sud. Eh bien. Les recherches sur la résilience, spécialement celles accomplies par les chercheurs ayant un esprit plus écologique, produisent des descriptions détaillées de la manière dont les enfants, les jeunes et la famille surmontent les difficultés. Ces recherches prouvent que la résilience n'est pas seulement la capacité d'un individu de surmonter l'adversité. La métaphore des personnes qui rebondissent après avoir été écrasées telles que des ressorts métalliques est une manière agréable de blâmer les gens qui ne réussissent pas. C'est une chose, peut-être c'est politique, oui. Les études de résilience, ça peut être un agenda un peu politique. Si c'est un néolibéralisme, c'est-à-dire, ce gars ici, avec toutes les barrières, tu as réussi dans la vie, tu as beaucoup de succès, pourquoi toi ne pas le même? Tu as beaucoup la même chance. C'est un peu, ça peut être un peu blâmer des gens.
Considérer la résilience comme une qualité de l'individuel reflète peut-être une idéologie imprégnée de l'individualisme acharné qui essaie de nous convaincre du fait que puisqu'un individu réussit contre toute attente, tout autre individu dans des circonstances similaires devrait être en mesure de faire la même chose. Cette idée est contestée par les recherches avec les personnes qui vivent dans des contextes très, très difficiles, comme au Congo, dans le monde entier, aussi bien dans des pays à revenus élevés tels que les États-Unis, la France, le Canada, l'Angleterre, que dans les pays à faible ou moyen revenu comme la Cambodge et le Brésil, où est-ce que nous avons des projets. Par exemple, Kimberly DeMont et ses collègues aux États-Unis en montrent que parmi un groupe de mères présente des caractéristiques, c'est parce que le même type d'études que Boris a décrit, présente des caractéristiques qui les exposaient au risque d'abus ou de négligence enfantine, notamment le fait de vivre dans des communautés vulnérables avec des taux élevés de pauvreté et de mortalité infantile. Nombre important de facteurs de protection permettent de faire la distinction entre les parents qui faisaient de mal et leurs enfants et ceux qui n'étaient pas violents. En effet, selon les auteurs, une partie minimum de la différence totale observée entre les parents pouvait être expliquée par les qualités individuelles des parents eux-mêmes. Oui, c'est définitif. En revanche, ces résultats semblent refléter des processus sociaux plus larges, tels que l'accès au soutien social et l'expérience d'être traité de façon équitable dans sa communauté. Ceci même lorsqu'on était marginalisé en raison de son appartenance ethnique ou de sa classe sociale. C'est aussi des facteurs qui bien changer la piste de personnes bouge. Est-ce que si une mère va maltraiter son enfant? Les personnes qui s'adaptent bien et qui surmontent la diversité réussissent dans deux processus. Évidemment, la navigation et la négociation. Les individuels résilients, on dit que les familles et communautés, sont ceux qui sont capables de naviguer et donc de se frayer un chemin vers des ressources dont ils ont besoin. Ces navigations, cependant, peuvent réussir seulement si les ressources dont les personnes nécessitent sont disponibles et accessibles. Même les deux mots sont intéressants en anglais, c'est un bon alliteration, availability and accessibility. En français, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais disponible et accessible, c'est pas la même chose. Hein? Tu peux avoir dans les communautés une école, mais dans notre contexte, une école sans un curriculum qui est approprié pour votre culture ou votre race. Nous avons dans notre école comme un mouvement pour donner des African Canadians, des gens canadiens avec les racines Afrique, un curriculum plus multicultural. C'est une chose très, très importante chez moi. Eh bien, en pratique, un enfant doit faire preuve d'une agency, une motivation suffisante pour aller chercher des ressources dont il a besoin. En même temps, son écologie sociale doit être en mesure de placer ces ressources là où il pourrait en faire usage. Les résultats de mes recherches dans une douzaine de pays montrent que les facteurs communs promouvent la résilience inclus, et ça c'est le set qu'on voit partout dans le monde, des relations saines, une identité forte, des expériences de pouvoir ou de contrôle, efficacité, la justice sociale. Et c'est comme le fait d'être traité de façon équitable par les autres, accès aux ressources matérielles, la cohésion sociale, la perception
appartenir à sa famille, école et communauté, et celle que sa vie a un sens. Et enfin, l'adhésion culturelle. Ces 7 facteurs, ça vient pas juste nous autres en Amérique du Nord, ça vient de vraiment beaucoup de recherches que notre équipe dans une douzaine de pays et spécialement avec des gens qui ne sont moi. C'est très, très important dans le processus de recherche qu'il y a dans la chambre, dans les rencontres des chercheurs, que les personnes qui ne sont moi est beaucoup plus que les gens qui semblent moi. Pas des blancs, pas des jeunes avec des autres langues, des autres cultures, qui viennent des pays moins élevés, etc., etc. Ah, bien. Bien qu'il ait été prouvé que ces 7 facteurs contribuent tous d'une manière plus ou moins importante à une adaptation réussie des enfants dans des contextes où ces dernières sont stressées ou marginalisées, il s'avère particulièrement utile lorsque l'environnement d'un enfant est extrêmement défavorisé. Même si vous plus d'informations sur ça, nous avons aussi une mesure, c'est traduisé en français aussi, une mesure de 28 questions. C'est une dizaine d'années qu'on est en train de faire validation de cette mesure et on partager ça sans frais si tu fais de la recherche. Et aussi, c'est bon pour les pratiques cliniciennes aussi. Eh bien. Malheureusement, comme Foucault la montre dans ses études sur la gouvernementalité, les décideurs et ceux qui contrôlent l'accès aux ressources pour les autres sont très différents des personnes qui ont besoin des ressources, spécialement des services gouvernementaux. Les valeurs détenues par les élites sociales sont typiquement celles qui sont exprimées à travers les discours sociaux conventionnels. Ces dernières constituent la base de la discussion collective dominante, qui façonne ce que nous valorisons et en quoi nous croyons et la manière dont nous nous comportons. Par exemple, une population migrante qui est contrainte à l'assimilation va expérimenter des difficultés en termes de santé mentale si elle perd l'accès à son héritage culturel. Ça, c'est peut-être une controversie aussi en France. Oui? Oui? Est-ce que c'est bon pour une personne ne acculturée pas? Pour la santé mentale, c'était mieux. C'était mieux pour la première génération et la deuxième génération. C'est pire pour la troisième et quatrième. Mais pour les premiers deux, s'ils restent dans leur culture héritage culturel, c'est peut-être mieux. Si en revanche, les migrants exercent une certaine influence sociale et leur société d'école est convaincue de la valeur du multiculturalisme, alors ils peuvent être en mesure d'établir une identité biculturelle qui célèbre l'intégration du patrimoine culturel du migrant et en même temps les pratiques culturelles de son pays d'adoption. Lorsque le groupe culturel dominant prend l'assimilation, le groupe minoritaire est en meilleure santé s'il résiste l'intégration. Et il y a beaucoup de recherches, c'est plus qu'aux les États-Unis, au Canada, qui donnent des résultats comme ça. Eh bien, je vous montre maintenant dire quelques mots sur l'impact différentiel des facteurs de protection. Les facteurs qui protègent en cas d'exposition à une grande adversité peuvent être sans intérêt face à des niveaux faibles d'exposition au risque
et peuvent même déterminer un préjudice individuel. Par exemple, si l'on compare deux orphelines, nous savons que pour l'orpheline qui souffre de carences précoces sévères avant d'être adoptée, again, pour la même discussion que nous déjà avait avec Boris, un attachement sécure vis-à-vis d'une famille adoptive aurait un impact qui serait disproportionnellement positif par rapport à la situation d'un enfant adopté qui n'a pas été abandonné. En d'autres termes, l'adoption profite le plus aux enfants les plus maltraités. Un peu de blague, mais des fois, j'ai 2 enfants et je pense que, par exemple, adoption à un enfant maltraité, c'est une très bonne chose, oui. Stable, une autre famille, une famille pas maltraitée, c'est une bonne chose. Mais pour mes enfants qui n'ont pas maltraité, qu'il n'y a pas beaucoup de risques dans sa vie, il y a des jours que je veux donner une adoption dans mes enfants à une autre famille. Mais ce n'est pas un avantage pour les autres, oui. Mais il y a des fois, je pense à ça. On dit nous devons déployer toutes nos énergies pour identifier les processus de protection qui sont efficaces pour les plus marginalisés. Cela rend l'approche socio-écologique, l'approche clinique. Au travail clinique que j'ai modélisé différentes des interventions qui tendent à se focaliser sur des amples facteurs à l'échelle des populations. En effet, ces interventions reflètent ce qui est important pour les enfants appartenant à la société dominante. Nous pourrions imaginer, par exemple, une situation où la jeunesse issue de la culture dominante échoue misérablement lors de l'évaluation des compétences que les jeunes de la culture minorité utilisent pour se développer. Pour illustrer cela, il suffit de penser que les compétences en matière d'acquisition des langues dans des pays comme les États-Unis, le Canada, la France et l'Angleterre sont beaucoup plus développées parmi les migrants que parmi les autochtones qui sont complètement acculturés. Et pourtant, nous n'évaluons pas l'absence de multilingualisme en tant que défiance parmi les enfants scolarisés dans ce pays. Nous croyons qu'il leur manque le potentiel de prospérer car ils parlent seulement l'anglaise ou le française. Certes, la situation est différente pour les minorités culturelles et les migrants, pour qui le multilingualisme est un facteur de protection, ayant une influence profonde sur le cours de leur vie. Eh bien, qu'ils travaillent dans un service en cabinet, en milieu résidentiel ou dans un programme communautaire, les thérapies en santé mentale doivent être capables d'aider les personnes à naviguer vers les ressources et les services dont elles ont besoin et négocier pour que les ressources leur soient offertes dans les manières qui ont du sens. Et pour moi, basé sur mes recherches, les facteurs qui en veulent les gens naviguer et négocier pour, et les 7 facteurs que j'ai nommés, que j'ai déjà décrit avant. Eh bien, s'il vous plaît, m'excusez mon français, c'est pas très bon, mais j'espère que c'est une bonne introduction à une approche plus socio-écologique. Moi, je pense que c'est une approche aussi qui est bien... ça donne un bon fit avec les autres approches aussi. Mais pour les jeunes plus marginalisés, c'est peut-être important de penser un peu plus écologique si on veut aider lui avec la santé mentale. Et avec ça, merci beaucoup.